Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous, nous continuons ce 10h midi, c'est l'heure des débats avec aujourd'hui Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur à la Croix. Bonjour. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Une nouvelle qui sort bientôt, non? Ah non, non. Il est sorti il y a 4 mois, 6 mois, donc faut me laisser le temps de récupérer un peu. Mais j'encourage tout le monde à lire votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, paru chez Michel Lafon. Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise, et Bonjour Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Et vous avez publié Bye Bye Démocratie chez Lafon Presse. Brandissez-le à nos auditeurs. Voilà, une saine lecture pour remettre les idées en place. Le brûlot de l'année. Bonjour, cher Jacques Miard. Bonjour Valérie. Alors, Retailleau sait ce qu'il veut, ce que veulent les Français, et il s'exprime dans Le Parisien aujourd'hui. Décidément, il n'arrête pas de communiquer. Ce qu'il veut, lui, c'est régulariser au compte-gouttes. On va revenir sur le budget, c'est le sujet du jour, puisque c'est aujourd'hui que le Premier ministre fait sa présentation à l'Assemblée nationale. Et puis, parmi les pistes, l'abaissement de la prise en charge des arrêts maladie et d'un certain nombre de remboursements. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Arnaud, comme souvent. C'est un livre qui a retenu votre attention. J'ai décidé d'être positif. Oui. Alors, c'est un livre qui est sorti dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Novice. Ouais. C'est un livre qui s'intitule Changer de camp. C'est un collectif qui est dirigé par un historien, Étienne Augris, et ça raconte finalement l'histoire de ces 14 portraits, 14 trajectoires de femmes et hommes du XXe siècle qui sont passés d'un camp politique à l'autre, d'un camp idéologique à l'autre. Alors il y a des figures évidemment très connues, Doriot qui passe du Parti communiste et qui crée le PPF. Il y a Jacques Soustel, gaulliste historique, qui se retourne contre le général de Gaulle au moment de la guerre d'Algérie. Il y a par exemple la figure d'une très grande résistante assez méconnue et qui est pourtant la seule femme d'ailleurs chef d'un réseau de résistance, Marie-Madeleine Fourcade, qui était à la tête d'un réseau qui était le réseau Alliance, qui vient plutôt des milieux nationalistes, proches de l'Action française, et qui rallie le général de Gaulle dès 1940, dès les premiers jours de l'occupation. Le colonel Rémy également, qui était l'homme à la tête d'un des plus gros réseaux aussi de résistance, la Fraternité Notre-Dame, un gros réseau de renseignement qui rejoint De Gaulle lui aussi dans les premiers, et qui va se faire par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, le défenseur de la mémoire du maréchal Pétain. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement... C'est le cheminement, c'est-à-dire ces ruptures de gens qui étaient de droite qui passent à gauche, de gens qui étaient de gauche qui passent à droite, des gens qui parfois étaient d'extrême gauche qui passent à l'extrême droite, et vice-versa. C'est de voir finalement les ressorts et les motivations, qui sont à la fois, je veux dire, des motivations politiques, liées au contexte politique de l'époque, mais aussi parfois des motivations très psychologiques, personnelles, et puis des motivations parfois de désillusion par rapport à leur camp. Très intéressant de voir par exemple comment Doriot, d'une certaine manière, est quelqu'un qui prône le Front populaire dès 1934, n'est pas entendu par le Parti communiste, par les responsables du Parti communiste, et qui progressivement va dériver, devenir, et jusqu'au point de devenir le collaborateur que l'on sait sous la Seconde Guerre mondiale. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de voir que l'histoire est complexe, que les hommes et les femmes sont complexes, et que finalement les vérités du jour ne sont pas toujours les vérités du lendemain. Voilà. Marie-Madeleine Fourcade, d'ailleurs, elle avait... Attendez, elle est remarquable. Attendez, Jacques Miard, il y a Jean-Pierre Denis qui voulait réagir. Simplement sur Marie-Madeleine Fourcade, qui est une femme extraordinaire. Avant-guerre, elle est proche des milieux antisémites. Donc c'est une conversion assez complète. Ça laisse à quelques militants LFI beaucoup d'espoir. Et tout espoir n'est pas perdu. Dans le tome 2, il y aura... Mais quel courage. Dans le tome 2, il y aura peut-être... Le courage de Marie-Madeleine Fourcade, c'était un personnage totalement exceptionnel, qui est méconnu malheureusement, je le trouve, et qui est une femme extraordinaire, qui devrait être panthéonisée largement, en l'occurrence. Mais bon, je pense que la famille ne demande pas. Mais c'est vraiment une des grandes personnalités de la résistance française, un des 4-5 grands noms de la résistance française. Oui, Jacques Miard, vous vouliez réagir également. Oui, Arnaud, vous pourriez aussi citer Winston Churchill, qui un jour aux communes a quitté son banc des conservateurs pour aller s'asseoir en face en disant
ils sont trop bêtes, parlant des conservateurs. Voilà. Mais ça existait, parce qu'il avait du caractère. Mais aujourd'hui, vous pourriez faire un tome 2 avec les girouettes. Ah, c'est-à-dire les girouettes politiques qui restent dans leur camp, mais prennent des positions à l'opposé de ce qu'ils ont toujours défendu. Et par les temps qui courent, il y en a un certain nombre. Alors juste pour rebondir sur ce que dit Jacques, c'est qu'en fait là ce ne sont pas des girouettes, ce ne sont pas des opportunistes, c'est des gens qui changent véritablement de camp et qui sont vraiment attachés finalement aux convictions. Autant ils étaient attachés à leurs convictions anciennes, autant ils sont totalement attachés à leurs convictions, nouvelles. Le cas de Soustelle est d'ailleurs de ce point de vue-là extrêmement intéressant, entre autres. Parce que pour Doriot avait demandé au général de Gaulle de rallier la résistance alors qu'il avait déjà du sang sur les mains. Et de Gaulle a refusé. Pardon, je crois que c'est Dardan. En tout cas, on peut rappeler le titre Changer de camp, 14 volte-face au XXe siècle. C'est dirigé par Étienne Augris et cette audition novice. Effectivement, on pourrait aisément proposer un tome 2 au XXIe siècle. Pascal, vous, c'est un coup d'inquiétude? Oui, un coup d'inquiétude. Écoutez, je pense que ça peut résonner aussi sur ce qui vient d'être dit, parce que la leçon de ce qui vient d'être dit, c'est aussi que ce que nous apprenait Descartes, que la seule façon de bien penser, c'est quand même de douter au départ et de jamais être définitivement convaincu de ses positions et des idées qu'on défend parfois mordicus, et de savoir les interroger en permanence, les interpeller. Et là, je pousse un nouveau petit coup d'inquiétude effectivement sur les dérives possibles de l'intelligence artificielle et cette sorte de spirale exponentielle aujourd'hui de la recherche sur l'IA qui me semble absolument échapper à tout contrôle et peut-être même à toute vigilance. Et j'en veux pour preuve, parce que moi je ne suis pas du tout un spécialiste en IA, mais ce groupement de chercheurs, à commencer par Monsieur Hinton, qui a permis la création du fameux ChatGPT, et qui ont encore tout récemment, il y a 2700 donc chercheurs en IA, qui se disent à 90% d'entre eux très préoccupés par une possible manipulation de l'opinion publique par l'IA. Et c'est à mettre en perspective avec le fait qu'en 18 mois, on a constaté une multiplication par 5 des sites web diffusant des fake news générés par intelligence artificielle. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant, évidemment. D'autant que dans le même temps, on apprend que cette semaine, l'entreprise américaine OpenAI qui a créé ChatGPT a réalisé la plus grande levée de fonds de l'histoire, plus de 6 milliards de dollars, donc la plus importante opération de capital risque de l'histoire, et ce qui fait que cette firme, qui est, vous le savez, dirigée par aujourd'hui ce monsieur qui s'était fait virer par le conseil d'administration parce que ses recherches dépassaient tout cadre un peu moral, etc., et qui a été rétabli par les actionnaires qui sont soucieux avant tout, évidemment, de la rentabilité de l'entreprise. Eh bien, donc, cette entreprise qui mène des recherches aujourd'hui dont on ignore un peu la portée, vient de faire la plus grosse levée de fonds de l'histoire du capital risque. Ça me semble très préoccupant. Oui. Lisez le livre de Rafik Smati qui explique qu'il va falloir qu'on accompagne cette évolution, parce que c'est effectivement ça pose un certain nombre de questions. Alors hier on avait Jean-Jacques Latour, qui est spécialiste en cybersécurité, et puisque c'est le mois européen de la cybersécurité, et qui expliquait qu'il y avait effectivement de plus en plus, alors là je rentre dans un autre aspect d'arnaque et de gens qui se font tromper avec l'intelligence artificielle. Accompagner, c'est compliqué, parce que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais réussi. On a inventé la roue, c'est un super progrès, mais ça sert aussi à faire tourner, avancer les tanks. On a inventé l'atome. C'est vrai que ça nous fournit une énergie qui nous sert tous les jours, mais c'est aussi Hiroshima et Nagasaki. Bien sûr. Et donc on n'a jamais réussi à renoncer à un outil. Et là, il y a d'autant moins de chances qu'on réussisse que cet outil est là pour le coup plus fort que nous. Absolument. On l'a conçu pour ça, pour qu'il soit plus fort que nous, et on a réussi. Donc il y a de quoi être quand même assez pessimiste sur nos capacités à limiter, mesurer,
encadré, régulé, surtout sur alors que c'est complètement mondial en fait ces affaires-là. Donc ça, moi je suis plutôt inquiet en fait. Allez, on se retrouve dans un instant après les infos. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, chroniqueur au quotidien La Croix. Arnaud Benedetti, c'est un quotidien La Croix, j'étais en train de me... Oui, vous êtes bien renseigné, Valérie. Oui, j'ai eu un doute. Vous savez, de temps en temps, vous avez des vides qui vous passent, vous dites, je suis en train de... Parce que je pensais à La Vie, qui est un hebdomadaire. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier ouvrage, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, qui est paru chez Michel Lafon. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, et Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Et je rappelle également votre dernier ouvrage, Bye Bye Démocratie. On continue notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention. J'ai un auditeur. Valérie, moi je voudrais réagir sur ce qu'a dit Pascal, parce que c'est frappé au coin du bon sens. 2 remarques. Premièrement, aujourd'hui, je ne crois plus rien qui est diffusé a priori sans vérification. On est dans un monde de manipulation permanente. Y compris nos gouvernements nous mentent. Y compris nos gouvernements. Et deuxièmement, il a dit une chose très juste en disant il faut douter. Et je cite toujours un proverbe indien qui dit « Suis celui qui cherche la vérité, fuis celui qui l'a trouvée ». Et ça, je pense que ça doit être pour toute analyse politique quelque chose de très fort, parce qu'il faut essayer de se prouver la vérité par soi-même et certainement pas suivre les gourous. Oui, Bravo, mais c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de gourous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gourous aujourd'hui. Oui, absolument. Oui. C'est le moment, puisque vous avez cité gentiment ma chronique, pour faire un peu de pub pour le titre de ma chronique hebdomadaire, c'est « Ôtez-moi d'un doute ». Vous voyez, donc je pars vraiment... j'ai fait des éditos à La Vie pendant 15 ans où j'exprimais des certitudes. Maintenant, j'ai plutôt envie d'aborder mon métier par les questions et par le doute, et je crois que c'est beaucoup plus utile à notre époque. Mais parfois, il est difficile de... On ne peut pas douter de tout non plus. Non, la Terre tourne. La Terre tourne, absolument. Et la Terre est ronde. C'est un vrai sujet, parce que aujourd'hui, on peut discuter de tout, on peut avoir des débats sur tout, mais quand même, il faut qu'on arrive à un consensus minimum sur les faits. Et on l'a vu pendant le Covid, c'était pas évident d'avoir un consensus minimum sur les faits. Alors oui, que la Terre tourne, on est à peu près tous d'accord là-dessus, à moins d'être complètement siphonné, mais je trouve que c'est quand même aussi un des travers de l'époque. Il y a 15 ou 20%, enfin je crois qu'il y a combien ? Il y avait un pourcentage assez intéressant aux États-Unis. Oui, il y a 15% d'Américains ou 14% d'Américains qui considèrent que la Terre est plate. Voilà, mais on mettra ça sur le compte du folklore américain. Mais quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient difficile de se mettre d'accord sur un socle commun de faits, et ça aussi c'est un problème. Alors un auditeur me signale les avancées, ce que permet aussi l'intelligence artificielle, et il me dit j'ai passé une échographie cette semaine, j'ai été le patient témoin d'un nouvel appareil d'échographie intelligence artificielle, et c'est incroyable ce qui a été développé. Alors, mais évidemment, c'est ce qui était très bien dit tout à l'heure, c'est que la roue a apporté énormément à l'humanité. L'intelligence artificielle permet des choses extraordinaires, notamment entre autres dans le domaine de la santé, bien entendu, mais dans plein d'autres aussi. Reste à essayer de faire en sorte que ça ne tombe pas entre toutes les mains et que ça ne soit pas utilisé. Mais on a dit tout à l'heure à quel point ça serait difficile, de façon néfaste pour la même humanité. D'accord. Alors Jean-Pierre, vous, c'est un coup de gueule, un gros coup de gueule. Au début, je voulais vous faire plaisir, Valérie, avec un coup de cœur, quelque chose d'un petit peu joyeux. Vous avez sûrement le souvenir de l'élection de l'Arabie Saoudite, c'était au mois d'avril, carrément à la tête du forum sur les droits des femmes et l'égalité des sexes à l'ONU. Je l'ai même noté parce que chaque fois j'ai du mal à le croire, donc je me le redis. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, l'Arabie Saoudite a perdu. Elle essayait de rentrer au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et il y a, je crois, 18 membres. Absolument. Elle a perdu. Alors voilà, je m'apprêtais à vous faire plaisir. Le problème, c'est que c'est le Qatar qui a été élu, ou je crois même réélu.
J'ai vu ça. C'est extraordinaire. J'ai vu ça. Alors, Mais quand est-ce qu'on va arrêter avec ce machin? Alors c'est structuré comme ça, à vrai dire, puisqu'il y a des zones géographiques et il y a une zone Moyen-Orient, Asie. Alors c'est vrai que si vous prenez la zone Europe, vous pouvez assez facilement élire la Suisse et personne ne dira que la Suisse est un enfer pour les droits de l'homme. Ça c'est certain. Il y a une légitimité Même de la pour Suisse. les banquiers. Oui, pour les droits des banquiers et de ceux qui ne le sont pas, la Suisse, ça peut évidemment aller. Pour la zone Moyen-Orient, Asie, c'est sans doute plus difficile de trouver des États à peu près potables, mais quand même le Qatar, c'est too much. Qatar, oui, on s'étonne toujours de voir ça, Jacques. Ça vous étonne? Non, mais il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est qu'on est minoritaire dans le village planétaire. C'est vrai. C'est que, voilà, c'est ça en réalité. Bien sûr. Bien sûr que c'est ça. Nous avons une conception universaliste des droits de l'homme qui n'est pas celle de très nombreux pays qui sont dans le clan, dans l'Oumma, et donc l'individu n'existe pas, il existe dans le corpus global de la société. C'est tout. Et donc il faut le savoir. Et donc je comprends parfaitement que Jean-Pierre Denis s'en offusque, mais en réalité, nous devons prendre conscience de la réalité du monde. Il y a un mouvement de... Ouais, il y a un mouvement Arnaud aussi de Benedetti. désoccidentalisation du monde. C'est-à-dire Bien qu'en sûr. fait, l'Occident n'a plus forcément le leadership. C'est bien le problème aujourd'hui, on le voit bien. Ce qu'on appelle le Sud global est quand même une contestation de nos propres, de nos propres valeurs Conception. aussi. C'est vrai qu'il y a C'est une réalité. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a 30-40 ans, au moment de la chute du mur de Berlin, on avait l'impression d'un mouvement inexorable. Les démocraties allaient gagner à peu près partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Alors, en effet, il faut arriver à cohabiter. Alors, on peut dire, pour essayer de défendre le truc, qui est à mon avis quand même assez indéfendable, on peut dire, c'est bien qu'il y ait un forum où les gens de tout point de vue se rencontrent. Enfin, on parle quand même des droits de l'homme et on parle du Qatar. Donc là, on est quand même dans des extrêmes. L'Organisation des Nations On doit Unies. poursuivre notre conception et notre combat pour l'universalité. Parce qu'il y a aussi dans ces pays quelques personnes qui pensent comme nous. C'est vrai. Mais c'est très difficile à faire admettre par le monde entier. En général, ils sont persécutés. Hein. Oui, c'est pas mais forcément... ils sont pas si minoritaires qu'on peut le penser. Ils sont un peu minoritaires à s'exprimer, mais effectivement, Jacques a tout à fait raison de dire qu'il y a un terreau sur lequel peut-être semer de bonnes graines. Et puis, n'oublions pas non plus que ce qui est regrettable, c'est que nous-mêmes qui sommes... officiellement la patrie des droits de l'homme, nous renonçons de plus en plus à des choses et que la France n'est pas aujourd'hui dans les mieux placés quand il s'agit de liberté de la presse, de respect des droits de l'individu, etc. Et que nous-mêmes on subit, voilà, enfin c'est un peu peau de chagrin chez nous les droits de l'homme. Je suis pas tout à fait d'accord. Nous savons depuis Platon et la République que on peut pas tous dire les qu'on vit en systèmes dictature. politiques sont mortels. Je n'ai pas dit ça du tout. Non, Valérie, je dis pas ça du tout. On a tout le monde peut le s'exprimer privilège. Globalement. On vient d'en parler. Quand on se compare effectivement à la majorité de l'humanité, on vit dans un pays extrêmement privilégié sur ce plan-là. Néanmoins, je pense qu'il y a des renoncements de plus en plus notables et importants, et que c'est grave que chez nous il y ait ces renoncements-là, parce que ça veut dire que l'autre camp marque des points. Où est-ce que vous voyez des renoncements? En termes de liberté individuelle, en termes de respect de l'individu, en termes de capacité à être une terre d'accueil pour tous, avec des bonnes raisons parfois pour cela, hein, mais néanmoins on concède des parts de territoire. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve qu'on s'habitue à des états d'exception, à des vidéosurveillances qu'on met en place pour les JO, et puis finalement on va peut-être garder on va garder ça parce que finalement c'est tellement pratique. Voilà. C'est des petites choses. On l'a vécu pendant la crise sanitaire aussi. Voilà. Hein. Et à chaque fois, la crise sanitaire, on s'est quand même laissé enfermer, hein, sans rien dire. Alors il y avait sans doute des raisons, des circonstances. Il y a à chaque fois des raisons d'ailleurs. C'est ça qui est problématique. Mais l'un dans l'autre, il y a des petits glissements. Moi, je suis assez d'accord, qui sont quand même problématiques. Il y a un phénomène très intéressant. Je pense que Jacques Billard peut-être réagira. C'est que plus l'État est impuissant à mener des grandes politiques publiques, puis il devient intrusif. Oui. Et puis il devient contraignant pour les individus. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, en fait. Hein, ça, c'est un phénomène qui, quand même, pose problème politiquement. Arnaud, il faut savoir une chose. C'est qu'en réalité, c'est les carcans technocratiques qui gouvernent maintenant. Ça, c'est vrai. Et donc, on a voté tellement de lois. Qu'aujourd'hui, en liberté communale, ça n'existe plus. Bon, les maires vont devenir des potiches.
C'est tout. C'est ça la réalité. On l'a évoqué et j'ajouterai hier. Une chose, Valérie, j'ajouterai une chose, c'est que nous savons depuis Platon et la République que tous les systèmes politiques sont mortels. Et là, il y a un problème réel, c'est qu'effectivement la démocratie est profondément en crise partout. Bien sûr. On va continuer ce débat. On évoquait hier avec Frédéric Dabi, c'était un sondage dont il nous faisait part, à savoir qu'il y a de plus en plus de maires qui envisagent de ne pas se représenter. Et il rendait hommage à une maire qui, je crois que c'était à Reims, qui a décidé, à Amiens, qui a décidé de céder sa place. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour continuer nos débats avec Jean-Pierre Denis, Arnaud Benedetti, Pascal Bataille et Jacques Miard. Jacques Miard, avant de vous donner la parole, je voulais quand même vous préciser que le président de la République est très occupé, qu'il a une mission prioritaire qui prime sur les impôts, qui prime sur tout. Il doit se battre pour qu'Émilie in Paris reste à Paris et ne parte pas à Rome. Il a pris la parole et il a dit « Nous nous battrons pour qu'Émilie in Paris reste à Paris ». Moi, je dis, voilà, le sens des priorités du président de la République, c'est quelque chose de... Non, c'est épatant que le président de la République tweete là-dessus. Parce qu'il a effectivement... il a un peu de temps libre en ce moment et je pense qu'il en aura encore davantage dans les mois qui viennent jusqu'à la crise de régime. Ouais. C'est parce que Mme Macron a fait du featuring dans la série. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça m'a fait sourire. Je me suis dit, c'est franchement... Elle n'a pas d'autre priorité, sans faire du populisme, mais elle n'a pas d'autre priorité que de tourner dans des séries. Moi, je trouve qu'à la limite, elle peut... pourquoi pas, mais effectivement, Émilie in Paris, il y a peut-être d'autres choses. Oui, moi, hier, j'étais à l'Assemblée, enfin la réunion de l'association dont je suis l'ambassadeur, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, où on attribuait les bourses aux chercheurs pour l'an prochain qui cherchent et qui trouvent de plus en plus, mais pas encore malheureusement, pour cette maladie qui reste aujourd'hui incurable. J'aurais bien aimé que Brigitte Macron prenne une demi-heure de son emploi du temps pour venir à la soirée. Il y avait en tout et pour tout 2 députés qui étaient présents, alors que ça me semble une cause importante. Oui, alors moi je défends la lutte contre le cancer du sein et tout. Sûr. Elle peut pas aller non plus dans toutes les manifestations. Pareil, il y a le gala Alzheimer. Il n'y a pas forcément toujours si elle se met à aller dans tous les galas, je pense que ça va être compliqué pour elle, sans pouvoir la défendre complètement. En tout cas, pour en revenir au président de la République, moi je suis rassuré parce que finalement il a toujours voulu s'occuper de tout. Voilà. Et il continue. Voilà. Simplement là, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça qui est dommage. Mais pour le rayonnement de la France, ça fait venir des touristes. Alors, Jacques Miard, vous, c'est un coup de cœur pour les collectivités locales. D'abord, un coup de cœur qui se termine en coup de gueule. Toujours. Alors, le coup de cœur, c'est effectivement de rendre hommage aux collectivités territoriales qui gèrent correctement leur budget et qui, bien évidemment, votent des budgets en équilibre. Alors, bien évidemment, certains vont dire, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de transferts de la part de l'État, la DGF, un certain nombre d'autres, je dirais, subventions qui viennent de l'État. Ah bon? Certes, mais pour faire quoi? Parce qu'en réalité, on nous a coupé les ailes en matière de recettes. C'est tout à fait scandaleux que, par exemple, dans une ville comme Maisons-Laffitte, vous avez plus de 40% de gens qui ne payent aucun impôt à la ville, alors qu'ils bénéficient des stades, de la piscine, de la crèche, etc. Donc c'est inadmissible. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'État étant, plus exactement les gnomes de Bercy, parce que ceux-là, ils ont une vision comptable de l'économie et non pas de l'économie politique, ils canardent bien évidemment les villes et donc on risque de se retrouver aujourd'hui avec de très grandes difficultés pour rendre les services que nous rendons à nos concitoyens en raison de la multiplicité des transferts de charges que l'État nous a mis sur le dos. Voilà pourquoi je dis, il y a un moment, il faut arrêter. Alors, je vais vous dire très franchement, je ne pense pas que c'est en coupant, je dirais, un nombre de dépenses qu'on va y arriver. Il faut changer de politique et pour ça, il faut investir
Et pour investir, eh bien, il faut retrouver ce qui a été la fortune de la 4e République et du début de la 5e, les avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement. Alors bien sûr, nos Allemands n'en veulent pas, mais merde à la fin, on va quand même pas continuer à appliquer les traités qui nous pendent. C'est ça la réalité. Alors Arnaud, une réaction à ce que vient de dire Jacques Miat, collectivité. Sur les collectivités, il a raison. C'est vrai que les collectivités sont dans l'obligation par la loi d'avoir des budgets à l'équilibre. Donc de ce point de vue-là, quand l'État considère qu'il va aller chercher finalement les réductions de dépenses, une partie des réductions de dépenses qu'il entend mettre en œuvre sur le dos des collectivités, on peut comprendre qu'en effet, ceux qui gèrent les collectivités ne soient pas très heureux, d'autant plus qu'on a transféré beaucoup de compétences aux collectivités, mais qu'on n'a pas forcément toujours transféré les moyens. Je ne pense pas me pronter en disant ça, Jacques Millard. Donc oui, il y a un vrai sujet. Le problème, c'est la gestion de l'État, en effet. C'est le problème essentiel, c'est la gestion de l'État. Et la vraie question, c'est de savoir comment, on va peut-être parler du budget tout à l'heure, mais comment on en est arrivé là en 7 ans. Alors je sais bien qu'il y a la crise Covid, mais la crise Covid n'explique pas vraisemblablement la totalité de la dette que nous avons accumulée de 1000 milliards à peu près d'euros en 7 ans. Il y a d'autres raisons vraisemblablement. Et je crains malheureusement que même les perspectives de déficit, il est possible que les perspectives de déficit soient au-delà de celles qui sont pour l'instant annoncées. Oui, c'est bien la problématique. Arnaud, il n'y a aucune solution au déficit de la France dans le cadre des traités européens. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et ça, si vous ne le comprenez pas, il faut retrouver ce qui a été la fortune de la 4e et de la 5e jusqu'en 73. Mais pour ça, il faut que nos chers amis allemands sortent de leur règlement à la prussienne et soient intelligents. Oui, alors Pierre Denis. Bon, sur les collectivités territoriales, quand François Hollande a fait sa fameuse réforme des régions, on nous a expliqué que ça serait plus efficace et que ça coûterait moins cher, qu'on dépenserait moins. Et on voit bien que c'est faux. Donc on a quand même une tendance à empiler des structures dans le but affiché de réduire les dépenses, et en fait on a plutôt augmenté les effectifs de la fonction publique territoriale. C'est quand même une question. Alors j'entends bien qu'il y a des demandes, il y a des demandes, il y a des obligations de l'État, et puis il y a aussi des demandes des électeurs qui demandent toujours plus effectivement à ces services publics de proximité. Mais il y a quand même là une vraie question, tout de même. Qui visiblement ne va pas être... Jean-Pierre Denis a parfaitement raison, et moi j'ai proposé, excusez-moi Valérie, j'ai proposé que, effectivement, dans le 10 000 feuilles territoriales, on en supprime quelques-uns, et notamment les régions, qui entretiennent de véritables ambassades à Bruxelles, ce qui est scandaleux. Deuxièmement, il faudrait revenir à ce qu'a été à un moment les régions, à savoir des établissements publics formés à partir des départements, sans avoir la pléthore. C'est-à-dire ce qu'ils étaient avant 86. Oui. Mais bien sûr, revenir à ça. Mais je me fais des copains, au passage. Ah oui, ça c'est ça j'imagine. Plein. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est avec vous jusqu'à midi. Et évidemment, on parlait budget. Et c'est aujourd'hui que le Premier ministre va dévoiler son projet de budget avec une revalorisation des pensions qui auraient été reportées, des postes de fonctionnaires supprimés, des exonérations de charges patronales abaissées. Et il va falloir trouver 60 milliards d'euros avec des Français qui ne comprennent pas que dans un pays aussi taxé, enfin on répète un petit peu la même chose tous les jours, les services publics ne fonctionnent pas, et est envisagée aussi la baisse de remboursement d'un certain nombre de prestations sociales, Oui, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on oublie un point essentiel, c'est que dans les prélèvements obligatoires, où va l'argent? Il va essentiellement à des dépenses sociales, il va essentiellement aux retraites et à la santé. Donc en réalité, quand on regarde le budget alloué à l'État, et on a parlé tout à l'heure des collectivités territoriales, on est sur une part minoritaire des dépenses publiques. Oui. Donc déjà, une fois qu'on a posé ça, on dit ah ben non, on peut pas toucher aux retraites, ah ben non, on peut pas toucher à la santé, en effet. Alors moi j'ai une solution, en fait, je vais vous dire, pour régler le problème des dépenses de l'État. Et je pense qu'on sera tous d'accord, je vais vous surprendre, mais on sera tous d'accord sur cette solution. Prendre dans la poche des autres.
Oui. Voilà. Alors on est tous d'accord pour prendre dans la poche de quelqu'un d'autre. Oui. Mais pas de la sienne. Alors, Jacques Méhard, il est élu, donc lui, il veut pas qu'on prenne dans la poche des communes. Et il a parfaitement raison, je comprends très bien. Si vous avez des auditeurs qui sont retraités, ils n'ont pas envie qu'on prenne dans leur retraite et qu'on diffère de 6 mois l'augmentation des retraites. Et on peut faire le tour comme ça. Et à la décharge de Michel Barnier, des gouvernances successifs d'ailleurs, hein, Emmanuel Macron, il a alourdi le trou d'un millier de milliards, hein, donc excusez du peu. Bon, il a fait des chèques un petit peu à droite et à gauche, mais à leur décharge à tous, on veut tous prendre de l'argent dans la poche des autres. Et donc c'est pour ça que c'est quand même assez difficile de réformer. Il faut être un petit peu honnête, sinon ça aurait été fait. C'est ce que disait très bien hier le gouverneur de la Banque de France d'ailleurs, qui disait c'est bien gentil effectivement que les collectivités territoriales ne veulent pas, que les grandes entreprises qui font des bénéfices énormes ne veuillent pas, que les riches ne veuillent pas, que les retraités ne veuillent pas, mais il y a bien un moment où il va falloir que chacun mette un petit peu à la poche. Néanmoins, trouver 60 milliards, c'est très bien, mais si c'est pour les mettre dans un puissant fonds, quel est l'intérêt ? Donc, avant tout, il faudrait quand même que ce pays soit géré. Moi, je suis chef d'entreprise, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, je suppose. Quand mon entreprise est mal gérée, d'abord, je peux déposer le bilan, et ensuite, je risque même moi-même d'être mis en cause et d'avoir une interdiction de gestion pendant un certain nombre d'années. Il y a un moment où je pense que, par exemple, les rapports de la Cour des comptes devrait être beaucoup plus comminatoire et beaucoup plus suivi des faits, qu'il devrait y avoir une mise en responsabilité quand même des gens qui sont chargés de gérer les comptes de la France. Et puis une vérité, une transparence beaucoup plus importante. Il y a quand même beaucoup d'argent qui arrive dans les caisses de l'État chaque année. Et or, les services publics, vous en avez fait le constat, mais on le constate chaque jour, et à nos dépens quand on est simple citoyen, sont de plus en plus à la dérive. Et je ne parle pas des budgets attribués, alloués à la recherche ou autres, qui sont là aussi, qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc il y a quand même un moment où il va falloir poser un petit peu le ballon et dire où va l'argent et comment ce pays est-il géré. Oui. Arnaud. Oui, alors juste ce qui est très intéressant, ce que vous dites sur la Cour des comptes, mais par exemple le Haut Conseil des finances publiques, je veux dire, a alerté depuis très longtemps à plusieurs reprises sur, in fine, ce qui apparaît comme de l'insincérité budgétaire. Oui. Très souvent, il suffit de lire les avis du Haut Conseil des finances publiques, qui est présidé, faut-il le rappeler, par Monsieur Moscovici, de droit. Il montre que, de fait, en l'occurrence, tous les budgets qui ont été établis ces dernières années ont été établis sur des perspectives de croissance qui ne correspondaient nullement à la réalité. Donc déjà, ça c'est une vérité. En l'occurrence, et en termes de bonne gestion, on peut quand même se poser la question. Après, moi je disais il y a quelques jours derrière ces constats. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas d'effet. Oui, en effet, ça veut dire qu'en l'occurrence l'État, le pouvoir ne tient pas compte des avis qui sont émis, soit par la Cour des comptes, soit par le Haut Conseil des finances publiques. Tout à fait, c'est ce que vous disiez. Après, moi je lisais il y a peu de temps, je le conseille parce que c'était une interview qu'avait donnée Jacques Delarosière dans le Figaro, qui est l'ancien gouverneur de la Banque de France, qui a dirigé le FMI, qui, de ce point de vue-là, je veux dire, a une expérience certaine, et qui dit finalement le problème de la France, c'est que elle est addicte à la dépense publique et que en plus elle est addicte à la mauvaise dépense publique, c'est-à-dire que plutôt que finalement de privilégier des dépenses d'investissement, elle privilégie depuis des années et des années des dépenses de fonctionnement qui d'une certaine manière ne font qu'alourdir toujours plus le poids de la dette et la charge de la dette. Et je rappellerai un dernier point important. Arnaud a raison. Et le dernier point, il y a quand même une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, la charge de la dette va devenir le premier poste budgétaire de l'État. Écoutez, juste des chiffres que j'ai entendus chez notre confrère François Lenglet sur LCI. Le déficit prévu en 2024, l'État dépense 453 milliards d'euros quand il perçoit 311 milliards d'euros. Le déficit est donc de 142 milliards. Je veux dire, dit comme ça, c'est pas les pourcentages. C'est voilà, on dépense 453 et on reçoit 311 milliards. Jacques Méhard. Oui, alors je voudrais ajouter ceci, parce que c'est un point que je suis depuis un certain temps. Arnaud a parfaitement raison. Le problème, c'est que du temps du général de Gaulle, dans le PIB, enfin au début de la 5e, les dépenses sociales, c'était 16% du PIB. Aujourd'hui, on doit être à 37%. La droite, comme la gauche, n'a fait que de cesse de rajouter des avantages sociaux, notamment les congés parentaux, les etc. On en est à 37. Et donc, on est responsable de ça, de cette fuite en avant.
Deuxièmement, quand on fait la somme du budget de la sécurité sociale et du budget de l'État, on dépasse les 1000 milliards. Les investissements publics sont à 3%. 3%. Ce qui manque à la France, ce sont des investissements. Et pour retrouver des investissements, c'est ce que dit d'ailleurs Draghi. Mais Draghi les finance par un impôt européen, par l'émission de trésors européens dont les Allemands ne veulent pas. Et ce qui a été fait avec les 750 milliards maintenant 800 de notre ami Macron, eh bien ça ne fonctionne pas. Il y a très peu en réalité de bons du Trésor de l'Union européenne qui ont été achetés. On est très en dessous et l'anglais l'a dénoncé à juste titre. Donc on voit bien aujourd'hui que le problème majeur, ce sont les investissements. Il fut un temps où, notamment, dans le budget de l'État, il y avait jusqu'à 25% d'investissement, et notamment les collectivités territoriales. Ce n'est plus le cas. Et il faut réinvestir. C'est-à-dire, si vous réinvestissez, vous aurez des recettes de TVA, vous aurez à ce moment-là la possibilité à terme de rééquilibrer les comptes. Jean-Pierre Denis. Non, mais c'est un point en effet essentiel. Et il est tout à fait exact que les dépenses sociales augmentent lentement depuis très longtemps, en effet, sur les décennies. Il est tout aussi exact d'ailleurs que c'est un phénomène mondial. C'est vrai partout, même aux États-Unis, qui est pourtant pas le pays en pointe sur les dépenses sociales, elles augmentent aussi aux États-Unis. Donc c'est des phénomènes qui existent partout. Et d'abord, ils existent parce que la population vieillit. Donc si effectivement il y a plus de dépenses pour la santé, plus de dépenses pour la retraite, c'est parce que on a une pyramide des âges qui est celle qu'on connaît. Et si on voulait faire baisser les dépenses sociales, mais ça serait pas efficace tout de suite, il faudrait faire des enfants, parce que là, dans une vingtaine d'années, ils cotiseront, ils seront salariés. Voilà. Donc c'est des phénomènes à peu près inéluctables. Mais c'est vrai que poser la question en termes d'argent mis dans le trou et d'argent mis dans l'investissement, c'est un sujet fondamental qui est quand même assez rarement abordé. Peu évoqué, mais quand j'entends le Premier ministre qui dit qu'il va épargner les plus fragiles et ceux qui travaillent, on écoutait hier le patron de la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, il expliquait que s'il y a des charges supplémentaires sur le SMIC, ça va mettre les entreprises en difficulté, les petites entreprises. Vous évoquiez ce sujet, Pascal, donc vous ne pourrez même plus garder certains de vos employés parce que vous n'aurez pas les reins assez solides pour les payer, c'est ça. Ben c'est ça, mais c'est ce qui va se passer. Ben attendons de voir le choc. Mais juste, vous avez dit tout à l'heure que ce que je comprends, mais pourtant il me semblait qu'il avait rétro-pédalé là-dessus, c'est sur l'indexation des pensions et des retraites. C'est très important parce que... Oui, non, mais il a revalorisation reportée. Oui, alors là, il va avoir un problème parce que je rappelle que la position du Rassemblement national à l'Assemblée est de dire que ça, il s'agit d'une ligne rouge en l'occurrence. Donc ça va être intéressant sur le plan parlementaire de suivre ce débat. Et puis, je crois qu'il a rétropédalé, effectivement. Il avait rétropédalé en tout cas, mais apparemment non. Et puis, puisqu'on a évoqué le général de Gaulle, en 1958, on a un État qui est fort, quoi qu'on dise de la 4e République, on a un État qui est fort et on a un nouveau pouvoir qui est extra fort, avec le général de Gaulle. C'est pas faire injure à Michel Barnier de dire que sa coalition repose sur des piliers qui sont en carton et que dans tous les partis, on attend en fait le moment opportun de le faire tomber. Donc, à sa décharge, réformer... Le bateau est entouré d'icebergs. Voilà, donc réformer l'État dans ces conditions... franchement, ça serait qu'il faudrait être très, 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 très doué. Allez, on se retrouve... C'est un navire, pardon. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Je sais ce que veulent les Français. Bruno Retailleau est interviewé dans le Parisien, après le Figaro la semaine dernière, le Figaro Magazine, après... toutes les semaines, il accorde des interviews aux médias et il compte durcir encore les règles pour les sans-papiers. Il veut régulariser au compte-gouttes.
Dans le même temps, on apprend que ce matin, un fourgon, alors on ne sait pas si c'est un fourgon blindé. Moi, j'ai envoyé la photo à un policier qui me dit, en regardant, ça ne semble pas un fourgon blindé, mais un fourgon banalisé, sans doute avec des mallettes sécurisées explosant en envoyant de la peinture. Enfin, peu importe, c'est un fourgon qui a été attaqué à la Kalachnikov en plein centre de Grenoble. Et donc, Bruno Retailleau, lui, s'intéresse aux sans-papiers. Il veut une loi pour compléter la loi immigration. Oui, Arnaud ? Non, mais moi, je ne doute pas de la volonté et de la sincérité. Il dit, c'est moi qui fixe la ligne, il y aura des mesures rigoureuses. Oui, alors le problème, c'est est-ce qu'il a les moyens de sa politique ? C'est ça, hein. Le problème, on voit qu'il peut agir peut-être sur les OQTF, parce que, en effet, vu le niveau de résultats sur les OQTF, c'est pas difficile de faire mieux. En l'occurrence, passer de 7% à 20%, ça doit être envisageable, à mon sens. Quoique c'est pas simple, parce qu'il y a des voies de recours encore, même si elles ont été diminuées, et puis il faut encore que les pays d'origine acceptent de les reprendre et délivrent les laissez-passer consulaires. Bon, j'ai compris qu'il voulait supprimer la circulaire Valls sur la régularisation de 30 000 immigrés clandestins, enfin illégaux par an. Donc là, il a un moyen d'agir, en effet. Mais après, moi, j'ai des doutes sur la capacité... D'abord, je suis pas du tout sûr que Michel Barnier s'engage sur une nouvelle loi sur l'immigration. Moi, j'ai pas compris ça, en tout cas, de la dernière interview qu'il a donnée, en l'occurrence... Mais il va y avoir un problème là aussi, parce que comme le disait Jacques Millard, cette coalition, elle est déjà fragile intérieurement, mais elle est quand même très dépendante des oppositions, et notamment de son opposition sur sa droite, qui est le Rassemblement National. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même l'autre jour, lors du discours de politique générale de Michel Barnier, c'est la réponse de Marine Le Pen. Elle a dit quelque chose qui, à mon avis, a été insuffisamment relevé. Elle a quand même dit qu'elle souhaitait, elle, une nouvelle loi sur l'immigration dans le premier trimestre 2025 et une nouvelle loi sur l'immigration qui intègre les dispositions qui avaient été invalidées par le Conseil constitutionnel. Vous savez, les fameuses dispositions qui avaient été introduites par la droite sénatoriale lors de cette discussion. Si vous voulez, c'est un peu un piège qu'elle tend quand même là, d'une certaine manière, parce que elle dit voilà, moi, pour l'instant, je retiens mon bras, mais d'une certaine façon, il y a un moment, notamment sur un texte que nous jugeons prioritaire, on va attendre là le gouvernement sur ses actes. Et donc, Retailleau, là, je sais pas trop comment il fait. Je sais pas. Jacques, Millard ? Il y a un préalable à tout ça, c'est de casser l'appel à l'immigration dans les pays du Sud. Nous avons devant nous l'Afrique qui est une bombe démographique. Et donc ces gens-là lisent à livre ouvert dans notre politique et constatent qu'ils ont peut-être une chance de se noyer, mais qu'en tout état de cause, s'ils arrivent en Europe, et notamment en France, tôt ou tard, avec l'aide d'idiots utiles que sont un certain nombre d'associations, ils seront régularisés. Et ça, c'est un appel fort. Et donc, il faut dire très clairement, mais c'est aussi au niveau européen, parce qu'on a des marchands d'esclaves, notamment en Allemagne. L'Allemagne, qui a une démographie mauvaise, souhaite avoir des travailleurs pour pallier le manque, je dirais, d'hommes et de femmes à son industrie. Donc, tout ça, c'est un problème réel. Et donc, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut casser cet appel. Si nous ne le faisons pas, ce sera permanent. Et c'est comme ça. Mais vous le cassez comment ? Mais vous le cassez comment ? En disant très clairement au niveau français, déclaration du gouvernement, si vous mettez le pied sur le sol français, vous serez immédiatement expulsé. Et là, il faut modifier, parce qu'il y a deux possibilités. Il y a une expulsion administrative qui appartient à l'État, et il y a des possibilités de recours au judiciaire. Et ça, c'est mortel. Il faut supprimer les recours judiciaires sur l'article 66. Donc là, bien sûr, il risque d'y avoir une modification de constitution et garder uniquement les expulsions administratives. Non, mais... moi là, je suis d'accord peut-être sur le fond avec ce que vous dites, mais comment... Mais c'est difficile. Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, politiquement, dans le contexte qui est le nôtre, comment on modifie la Constitution C'est ça qui Ah oui, mais enfin par référendum. Le problème du référendum, c'est une initiative présidentielle. On peut encore le pousser en lui disant c'est ça ou tu fous le camp. Ouais.
Ouais. Alors il évoque aussi des pays de transit, donc je ne sais pas où il va trouver les pays de transit. Bruno Retailleau dit qu'il voudrait donc renvoyer les personnes qui sont impossibles à renvoyer en Afghanistan par exemple, mais quel pays tiers? C'est ce qu'avaient fait les Britanniques, je le rappelle. Les Britanniques avaient un accord avec le Rwanda, qui a d'ailleurs été cassé par le nouveau Premier ministre britannique, qui est revenu sur cet accord, où en effet les clandestins que l'on ne peut pas, ou ceux qui sont sous le coup d'une OQTF et que leur pays d'origine ne veulent pas reprendre, eh bien on les envoie dans ces pays tiers avec lesquels on a noué un accord. Mais bon, après, ça, je ne sais pas quels sont les pays tiers qui sont prêts à accepter ça. Déjà, dans le cas britannique, c'était quand même complètement tiré par les cheveux. C'est-à-dire le gouvernement a annoncé ça tout en sachant que c'était à peu près inapplicable, et puis c'était quand même assez baroque d'envoyer au Rwanda des gens qui n'avaient aucun rapport. C'était britannique. C'était britannique, mais le Rwanda avait accepté. C'était aussi conservateur britannique, c'est-à-dire parfois un peu baroque. Voilà. Après, moi, je crois que, pour en revenir à ce que disait Arnaud tout à l'heure, je crois que Bruno Retailleau, s'il arrive à améliorer, je pense plutôt que le grand soir d'une solution au problème migratoire qui, à mon avis, n'existe pas, parce qu'il y a une pression mondiale. Je pense que s'il y avait simplement une exécution de ces mesures d'obligation de quitter le territoire, si simplement ce taux s'améliorait, ça serait déjà une victoire politique majeure pour Bruno Retailleau. Mais comment vous faites quand les pays veulent pas les reprendre? Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, et j'aimerais pas être à sa place. Je pense qu'il est quand même, on a eu tendance, je trouve, ces dernières années un peu à le sous-coter. Il était un peu la personne un peu la moins cotée de ce qui reste de la droite. Je trouve que là, il a montré en peu de temps qu'il avait pris quand même un certain ascendant sur le gouvernement. Le problème, c'est que Michel Barnier a fait du en même temps, si j'ose dire, puisque son collègue de la justice n'est pas sur la même ligne. Didier Migaud, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Donc déjà, ça commence là. Voilà. Donc s'ils arrivent à améliorer, à répondre à cette question qui est devenue une question politique, une question médiatique, une question publique, en fait essentielle, des obligations de quitter le territoire, il marquera des points. Mais est-ce qu'il le peut? Oui, Pascal. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre. Je pense que ça serait déjà non seulement une victoire politique pour Retailleau, mais ça je m'en moque un petit peu, mais surtout une bonne chose pour le pays, et aussi par rapport à ce que disait Jacques Miard, certainement un signal donné effectivement à ces pays dont proviennent beaucoup de ces migrants qui ne sont pas ni forcément souhaités ou souhaitables sur notre territoire, et qui surtout n'y sont ni bien reçus, ni bien traités, et voilà. Donc, mais au-delà de ça, j'avais envie, si vous le permettez, d'élargir un tout petit peu, parce que j'ai l'impression, moi, ce que ça m'évoque, tous ces débats, que ce soit sur le budget ou sur les problématiques d'immigration, c'est, je reviens à l'intervention d'Arnaud au début de cette émission. J'ai l'impression qu'on a quand même aujourd'hui une situation périlleuse pour notre pays, globalement, que le pays est dans une crise très grave, que ce soit économique, que ce soit effectivement sur les problématiques d'immigration, les problématiques de sécurité. Vous savez que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il y a effectivement des choses à voir. Et des services publics qui sont de plus en plus catastrophiques, une éducation nationale qui ne remplit plus son rôle. Bref. On a commencé cette émission en parlant effectivement de la possibilité pour certains de remettre en cause leurs dogmes et leurs idéologies, et d'essayer de réfléchir en fonction non pas de ce qu'on leur a demandé de penser ou de dire, mais en fonction de l'intérêt du pays. C'était le cas pendant effectivement la guerre et la résistance. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui que nos hommes et femmes politiques décident d'être capables et d'avoir le courage d'entrer un peu en résistance, non pas en résistance par rapport à un occupant ou un ennemi, mais en résistance par rapport à leurs dogmes et à leurs idéologies, et d'essayer alors je suis très angélique et très naïf en disant ça, mais d'essayer de se fédérer pour essayer de lutter ensemble avec... Ça s'appelle un projet français. Voilà, un projet français, ce socle dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, ce socle commun. Dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du pays, et qu'on arrête de défendre des petits intérêts politiciens qui ne font qu'enfoncer encore plus le pays dans la crise, et qu'on donne par exemple, c'est pas mon choix premier Michel Barnier comme Premier ministre, mais j'ai envie qu'il réussisse. J'ai envie aujourd'hui que Michel Barnier réussisse.
En tant que citoyen quand français. Vous voyez, je fais une parenthèse qui s'est passée entre Attal et Wauquiez hier, qui ont fait que leur bisbille personnel ont fait c'est tout à fait ce que je vous dis. On fait élire une LFI à la présidence de la commission des finances, c'est pas des affaires économiques. C'est lamentable parce que c'est que de la petite politique. C'est ça. Oui, mais le projet français, Valérie, il passe par la nécessité dès l'école maternelle d'enseigner à un certain nombre de personnes présentes sur le territoire que la France, c'est le pays dans lequel ils vivent et qu'ils doivent respecter les lois. Or, on a, qu'on le veuille ou non, des mouvements séparatistes dans les banlieues très forts. Et donc, on fait quoi ? Eh bien, ces gens-là, s'ils ne sont pas contents d'être là, ils vont vivre ailleurs. Oui, sauf qu'ils sont français et ils veulent vivre ici. Il y a un moment, il faut leur dire, si vous voulez appliquer la charia, vous allez le faire ailleurs. Mais vous voyez, on n'a pas. Si on revient à ce qui s'est passé, cette enseignante giflée par une élève voilée. Moi, j'ai trouvé que la défense du SNES, hier, j'ai vu un des représentants disant... Vous savez, les adolescents ont toujours besoin de transgresser. Il y avait une forme de minoration de ce qui s'était passé. Transgresser en frappant le professeur, c'est quand même une drôle de transgression. Et des enseignants qui ont soutenu cet élève, qui ne respecte pas la loi. Donc voilà, vous dites, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller vivre ailleurs. C'est pas aussi simple que ça. Vous avez raison, Valérie. Ce qui est plus grave que l'acte de cette adolescente qui gifle son enseignante, qui est déjà un acte grave, évidemment assez grave, et là on parle même pas de voile, on parle juste d'une agression physique, en dehors de toute autre considération. Oui, plus grave, il y a effectivement ce halo de complaisance autour qui fait oui, mais bon, allez, c'est pas grave justement, passons. Ça c'est vraiment assez sidérant en fait, et on imagine la solitude des enseignants qui essaient de tenir à peu près comme ils peuvent ces situations, y compris d'ailleurs en considérant que ces ados font de l'ado, font de la provocation. Ces enseignants qui essaient de tenir ça comme ils peuvent, mais qui sont en fait privés de soutien, ils n'ont pas le soutien de leur corps. En fait. Ils ont la trouille. Ils n'ont pas le soutien de leur, ils n'ont pas vraiment le soutien de leur hiérarchie non plus. Lisez le communiqué du SNES, ça revient, ok, on condamne, c'est terrible, il fallait pas qu'elle fasse ça, mais après c'est de nombreuses dégradations successives de nos conditions de travail, réduction des heures du nombre. Donc il y a une justification sur le manque de moyens qui est à côté de la plaque. Ouais, je serais étonné que l'ado en question ait giflé la prof parce qu'il y avait un manque de moyens dans l'éducation nationale. En tout cas, ça m'a échappé. Ce sont tout simplement des stratégies d'accommodement. C'est absolument... Et alors, Michel Barnier est arrivé à Poitiers. Il a été accueilli par Sacha Houlier, député du département, qui lui a dit « Monsieur le Premier ministre, en écoutant l'interview de Bruno Retailleau, je regrette amèrement de ne pas avoir voté la censure mardi. » Voilà, donc chaud d'ambiance. Et puis regardez les images de l'Assemblée nationale sous l'eau avec les trompes d'eau qui sont tombées hier. On voit Pierre Charon tweet, ce n'est jamais que le Parlement de la 7e puissance mondiale. Donc il va falloir aussi trouver de l'argent pour réparer les plafonds qui fuient de l'Assemblée nationale. Merci. La salle Victor Hugo est inondée. Y voir un symbole. Ouais, absolument, oui, on pourrait y voir un symbole. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.